Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'accueillir Déborah Lévy aujourd'hui sur scène pour parler de son tout nouveau roman Hot Milk, publié aux éditions du Sous-Sol. Marguerite Capelle nous fera le plaisir de nous transmettre ses paroles en français. Mais je propose immédiatement, chère Déborah, de commencer par un tout petit extrait. D'accord. Merci to Céline Leroy for the translation, the beautiful translation of Hot Milk. Céline Leroy, la traductrice, pour la très belle traduction de Hot Milk. Merci à elle. But she didn't have to translate this because I'm reading in English. Mais ça, cette fois-ci, je vais vous lire en anglais, donc elle n'a pas eu besoin de traduire ce que je vais vous lire. 2015, Almeria, southern Spain, August. Today, I dropped my laptop on the concrete floor of a bar built on the beach. It was tucked under my arm and slid out of its black rubber sheath, designed like an envelope, landing screen down. The digital page is now shattered, but at least it still works. My laptop has all my life in it and knows more about me than anyone else. So, what I'm saying is that if it is broken, so am I. My screensaver is an image of a purple night sky crowded with stars and constellations and the Milky Way, which takes its name from the classical Latin lactea. My mother told me years ago that I must write Milky Way in Greek, and that Aristotle gazed up at the Milky Circle 34 miles east of modern-day Thessaloniki, where my father was born. The oldest star is about 13 billion years old, but the stars on my screensaver are 2 years old and were made in China. All this universe is now shattered. 2015, Almeria, sud de l'Espagne, mois d'août. Aujourd'hui, j'ai fait tomber mon ordinateur portable sur le sol en béton d'un bar construit sur la plage. Calé sous mon bras, le portable a glissé de son étui en mousse, pareil à une enveloppe, et a atterri côté écran. La page numérique est fissurée mais fonctionne toujours. C'est déjà ça. Mon ordinateur contient toute ma vie et en sait plus sur moi que n'importe qui d'autre. Ce que je veux dire, c'est que s'il vole en éclats, alors moi aussi. L'écran de veille représente une nuit violette où se pressent étoiles, constellations et, bien sûr, la Voie lactée dont le nom vient du latin classique lactea. Il y a des années de ça, ma mère m'a dit que je devais écrire Voie lactée comme ceci, Galaxias Kyklos, et qu'Aristote observait ce disque laiteux depuis la Chalcidique, à 55 km à l'est de Thessalonique, où est né mon père. La plus vieille étoile a 13 milliards d'années, mais celles de mon écran de veille ont 2 ans et sont made in China. Tout cet univers est désormais fissuré. Ainsi commence votre roman, Déborah Lévy, et nous partons à la rencontre de Sophia. Sophia, qui est donc cette personne qui vient de voir exploser son ordinateur sur le sol en béton de ce bar, se trouve en Espagne avec sa mère, Rose, pour une raison très précise. Sa mère a, semble-t-il, des problèmes de santé et elles ont hypothéqué leur maison pour pouvoir se payer cette clinique de luxe très très chère en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, pour essayer de comprendre ce qui arrive à Rose, qui a des problèmes avec ses pieds. Elle ne peut pas marcher, elle se plaint de ne pas pouvoir marcher. Et Rose, qui vit avec sa mère, qui a 25 ans, qui a fait des études d'anthropologie mais travaille aujourd'hui comme serveuse, semble totalement dédiée à sa mère. Et les voilà dans cet endroit étrange, parce que cette clinique, qui est une sorte de dôme en marbre, où il y a ce médecin un peu étrange lui aussi, on ne sait pas trop si c'est un grand ponte de la médecine ou au contraire un charlatan. Assez vite, on va se poser des questions. Sophia, à l'occasion de ce voyage, va voir toutes les cartes de sa vie rebattues.
elle va se poser des questions. Elle va se poser des questions sur la vie qui est la sienne et sur sa relation avec sa mère et sur ce qu'elle est en train de faire de sa propre vie. Alors tout simplement, Déborah Lévy, ma première question est comment est née l'idée de ce roman? Est-ce que c'est un lieu qui l'a inspiré ou est-ce que c'est l'histoire d'une relation mère-fille que vous vouliez raconter avant tout? Oui, merci. I'm sorry for the strange communication, back and forth. I wanted to write about hypochondria because we all are one, or we know someone in our family who is. And it's a very interesting subject because it's as if we can write, as we were discussing, our own story. But it's a story that is never concluded. So you say, well, I have very bad migraines. And the doctor says, yes, and will prescribe something. And then you say, and another thing, I have these strange pains in my leg. So there's always another symptom, a little bit like another piece of text. And the hypochondriac doesn't want to be fixed in a story. And this is very interesting to me because women are often fixed in a story and spend a lifetime getting out of the story. Then I'm also interested in bringing the body into the book, making the body and how it speaks the subject of the book. Shall I stop? Désolée pour l'étrange communication et les allers-retours entre nous. En fait, ça fait longtemps que je voulais écrire sur l'hypocondrie. Parce que je crois qu'on est tous un petit peu hypocondriaques, ou alors on connaît quelqu'un dans notre famille, quelqu'un de proche qui l'est, et c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Comme on se le disait juste avant cette discussion, c'est un peu comme si on pouvait écrire sa propre histoire, mais sans jamais lui donner de conclusion, parce qu'on va avoir par exemple une migraine, et puis le médecin va prescrire quelque chose, et là on va se trouver autre chose, un problème peut-être au pied. C'est comme s'il y avait toujours un nouveau symptôme, comme si on rajoutait un nouveau chapitre au texte. Et les hypocondriaques n'ont pas du tout envie d'être réparés. Fixed, en anglais, veut dire aussi soigné, dans une histoire. Et je trouve ça intéressant parce que, justement, cette idée de fixer, de stabiliser quelque chose, les femmes ont souvent été justement immobilisées de cette manière-là dans les récits et ont passé toute leur vie à essayer d'échapper aux récits qui les ancraient quelque part. Donc, il y avait ça, et aussi l'envie d'écrire sur le corps. La manière de mettre un corps dans le livre et de parler de la façon dont aussi le corps est un sujet, dont le corps a aussi sa propre langue. Est-ce que ça voudrait dire que pour Rose, la mère de Sophia, cette obsession de la maladie est une manière étrange, certes, mais de s'émanciper, c'est-à-dire de reprendre ses droits sur une vie qui ne correspond pas à ce qu'elle aurait voulu qu'elle soit? The mother, oui, maman, formidable, maman. I mean, it is a way to be sick sometimes for the mother in the book is a way of gathering love to her and attention to her. And Sophia, age 25, she needs to separate from her mother, but she can't. Oui, effectivement, la mère, sa façon d'être malade est une manière de s'attirer de l'amour, de s'attirer de l'attention. Et Sophia, elle a 25 ans et elle a besoin de se séparer, de couper le cordon avec sa mère, mais elle ne peut pas. Sophia a fait des études d'anthropologie. Alors évidemment, c'est pas banal, parce qu'elle n'exerce pas son métier, mais d'une certaine façon, elle va l'exercer tout au long de ce livre, en faisant de sa mère, mais surtout d'elle-même, son premier sujet, n'est-ce pas? Yes, so she makes her mother her anthropological study. Okay, so and that I think is what
often children do. Et effectivement, elle prend sa mère comme sujet d'études anthropologiques et donc ça signifie finalement que les intellectuels font pour la plupart ce que font les enfants. And yeah, so she uses this term in anthropology called kinship. I'm not sure how that translates. Kinship. Le lien, there's several translations. J'ai envie de faire appel à Céline Leroy pour savoir s'il a été traduit d'une seule manière dans le livre ou de plusieurs. Je pense que ça vient sous plusieurs formes. So in a way, Hot Milk is Sophia's anthropological study of her mother. And then there is something else, which is why I start with the laptop breaking, the screen shattering, is that it's Sophia's gaze on her mother that is the subject of the book. And I also look at and we'll come to that, the gaze of the Medusa. So I want the gaze in the book not to turn anyone into stone, but to be very captivating. So her gaze on the screen has to break. The screen has to break because if we just stare at the screen all day, as I do, the screen doesn't stare back at us. So the hard part of living is me looking at you and you looking at me and what we make of this. Sophia donc fait effectivement de sa mère le sujet d'une étude d'anthropologie, une étude donc du lien, de la filiation. Et cette histoire d'écran d'ordinateur portable qui se brise, c'est très intéressant, c'est important parce que le regard de Sophia sur sa mère va être vraiment le sujet principal du livre. Le livre parle aussi du regard de la méduse. Je ne voulais pas que le regard dans le livre soit un regard pétrifiant, mais en tout cas, il y a une forme de fascination. Et donc pour ça, il fallait d'abord que l'écran se brise pour qu'elle cesse de regarder en premier lieu son écran, ce que moi je fais aussi. Parce que quand on passe sa journée à regarder son écran, justement, on ne regarde pas l'autre et on passe à côté de ce qu'il y a de plus complexe dans la vie, qui est de se regarder l'un l'autre et de se demander ce qu'on va faire de ça. L'écran ne vous rend pas votre regard. Vous parlez de méduses. Le sujet va apparaître à travers des méduses dans la mer. Sophia va être piquée par une méduse et elle va en parler assez longuement. Ça va la faire souffrir. Ça va être comme une espèce de poinçon sur son corps qui lui rappelle une douleur lancinante, encore et encore. Et je me disais que cette douleur, elle avait un rôle à jouer dans ce livre. Le fait qu'elle se rappelle en permanence de cette douleur de la méduse. Qu'est-ce que ça représente pour Sophia? So this is set in Almeria in the desert. So it's a sea in the desert. And the meduses in the sea are like desire. It's the venom of desire, like it stings her. So it is painful, but it's good. It's a good pain, a helpful pain, because it's going to sting her into desire for another life. And I wanted Sophia to do everything wrong, like she has an amorous encounter with a woman. She has an amorous encounter with a man. She's being stung by the meduse. Her mother is asking her to, is becoming more and more difficult. And something is going to happen, which is that she's going to find some courage in this very odd way from the meduse.
Alors effectivement, l'histoire se passe à Almeria, donc on est dans un environnement désertique, au bord de la mer, mais en plein désert. Et cette mer est peuplée de méduses qui représentent le désir, mais le désir dans sa forme la plus venimeuse qui va venir la brûler. Donc c'est une douleur, mais c'est une douleur qui est aussi bonne, qui est aussi utile, parce que c'est cette brûlure-là qui va la pousser justement à désirer, à vouloir une autre vie. Et je voulais que Sophia, que tout aille de travers, en fait, qu'elle fasse tout de travers. Elle va avoir cette rencontre amoureuse avec une femme, et puis une autre rencontre amoureuse avec un homme. Elle se brûle avec ses méduses, elle est piquée. Sa mère est de plus en plus difficile, mais c'est seulement justement à travers cette douleur-là, et grâce aux méduses, qu'il va se passer quelque chose et qu'elle va trouver le courage de changer de vie. So the body is central in this book. The sick body, the desiring body, the sexual body, the body in a rage. It is really the one book I've written like that. Donc au centre de ce livre, c'est vraiment le corps, en fait, le corps malade, le corps désiré, le corps sexuel, mais aussi le corps en colère. C'est vraiment le seul de mes romans qui met ainsi le corps au centre. Et tous ces stimulus, la douleur, la maladie, la colère, comme vous disiez, la contrariété, sont aussi des moteurs. C'est-à-dire que le corps, en fait, devient le moteur pour aller aussi soigner l'esprit. Moi, c'est ça qui m'a fascinée, c'est que elle ne va pas intellectualiser la manière dont elle va changer de vie. C'est son corps qui va la guider et qui va la porter, au point que même, à un moment donné, sur un coup de tête, parce qu'on n'en a pas encore parlé, elle va aller voir un père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Yes, I mean, so I read a lot of theory, but theory doesn't need to stamp its big boots on my books. Alors je lis beaucoup d'ouvrages de théorie, mais la théorie n'a pas besoin de piétiner mon livre avec ses gros sabots. So, bien sûr, you know, I'd read Sisu, Le rire de la méduse, quite a lot of Lacan, but this is really not Sophia's language. That's research. You know, but it was very interesting. You know, there is something so interesting about the myth of the Medusa. So we try and do it really quick. Okay, so Athena, the goddess of patriarchy and war, she's kind of lovely as well, Athena. I sort of love her. She's born from her father's head. The father has eaten her mother. And she's born from Zeus's head in full armor, ready to fight. Donc évidemment, j'ai lu Le rire de la méduse d'Hélène Cixous, j'ai lu du Lacan, mais la théorie, c'est vraiment pas du tout la langue que parle Sophia, ça c'était uniquement de la recherche. Il y a quand même en revanche quelque chose d'intéressant dans le mythe, dans la mythologie autour de Méduse. Donc on va essayer de la résumer très rapidement. Donc on a Athéna, qui est la déesse du patriarcat et de la guerre, mais qui est quand même assez charmante, je l'aime bien, qui naît donc du crâne de son père, qui lui-même donc a mangé sa mère, et qui sort du crâne de son père en armes, prête à se battre. Go to la guerre. Ouais. Prête à se battre. Prête à la guerre. So I really make it quick. Medusa is a beautiful young femme, belle, lovely long hair, and she offends Athena. And Athena curses her. She gives her the hair of the serpent. And something very interesting, the gaze. If any man hurts her, she can turn him to stone. Encore une fois, rapidement, Méduse est une très jolie jeune femme avec de longs cheveux qui va offenser Athéna. Athéna, pour la punir, lui donne cette chevelure faite de serpent et une chose très intéressante aussi, la capacité avec son regard, si jamais un homme s'en prend à elle, si un homme la blesse, de le changer en pierre. But none of this
is as interesting as what I'm going to tell you now, which is in the writing of the Medusa myth through Histoire, there is something that's gone wrong with the story, because it's really the story about a split woman. Athena and the wild woman, Medusa, okay? And if you look at any statue of Medusa, you can go on your phones now, you will see that she is very noble, serving the patriarchy, but she has on her breastplate the wild woman, Athena. You will not see an image of Athena without Medusa. So the split between some of desire and everything that Athena is in the image. That story is actually there. So for the rest of your life, you can go and look at every Athena, and you will see Medusa on the same woman, which is, so fascinating to me. That she can't just be a complete woman. They had to split. They had to make the wild monstrous had to be very separate from the goddess of war who came out of her father's head. So that split woman is the story, really, also of Hot Milk. Mais alors, ce qui est le plus intéressant au sujet de Méduse, c'est ce que je m'apprête à vous dire, c'est que historiquement, dans le mythe de Méduse, il y a quelque chose qui s'est passé en réalité qui a presque été effacé ou transformé, mais quelque chose qui est évident quand on regarde les statues d'Athéna, qui est qu'en fait, le mythe de Méduse, c'est aussi celui justement d'une femme coupée en deux entre tout ce qu'incarne Athéna et tout ce qu'incarne la femme folle, la femme sauvage, le monstre qui est Méduse. Si vous regardez toutes les statues d'Athéna sur lesquelles vous pourrez tomber, vous verrez qu'elle est, donc avec son attitude extrêmement noble, cette femme qui incarne le patriarcat, mais que sur son poitrail, systématiquement, il y a le visage de cette autre femme qui est Méduse, qui est la femme folle, la femme monstrueuse. Donc c'est comme si vraiment cette division, on avait dû en fait scinder en deux cette femme entre ces deux entités complètement opposées, et que c'était forcément réuni dans l'image de ce qu'est Athéna. Et ça, je trouve ça assez fascinant. C'est comme si on n'avait pas pu représenter une femme totale et qu'il avait fallu trouver ces deux figures pour les séparer entre donc, le monstre et la déesse de la guerre. Et ça, c'est vraiment l'histoire, en fait, au final, de Hot Milk aussi, cette femme qui est coupée en deux. Cette scission, cette dichotomie, on la retrouve aussi sur la question de la langue, parce que Sophia est une femme divisée, mais elle l'est divisée aussi à travers le langage et ses origines. Son père est grec, il est parti quand elle avait 14 ans, si ma mémoire est bonne. Elle n'a plus de contact avec lui, il s'est remarié à Athènes, il a fait une autre fille, il a épousé une femme beaucoup plus jeune que lui. Sophia ne parle pas grec, alors que sa mère, pour des raisons obscure, s'est entêtée à vouloir lui apprendre cette langue quand elle était petite. Donc elle est divisée aussi dans son langage. Vous disiez tout à l'heure que le langage de Sophia n'est pas le langage de la théorie, mais en fait, Sophia, elle est lost in translation, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle cherche son langage, n'est-ce pas? We were talking earlier, and I said, were you always asked to spell your surname? And you said, oui. Okay, so Sophia Papastadiadis, she has an English mother, she has a Greek father. At school, she's always asked to spell her name. So she's not really sure how to inhabit the identity of her surname. What does she do with it? So this is a theme in quite a lot of my work, so
when I was at school, I was born in South Africa, and I came to Britain when I was 9. And one of my first friends was Greek at junior school, and she was born in Britain, and her family sent her to Greek school on Samedi, and I was so jealous. I wanted to go to Greek school because, like, the house where the school was painted like a Greek house with blue shutters, was a simulacrum, you know, a little bit of Greece and cold, grey Britain. And so I was thinking quite a little bit about her. On a effectivement discuté juste avant la rencontre et j'ai posé la question à Marie-Madeleine Rigopoulos de savoir si on lui demandait souvent d'épeler son nom. Et elle m'a répondu que oui. Et donc Sofia Papastergadis, elle aussi, on lui demande toujours d'épeler son nom à l'école. Elle a ce père grec et cette mère anglaise et elle ne sait pas très bien comment habiter ce nom de famille qui est une identité, ce qui est aussi un thème récurrent dans mes romans. Moi, je suis née en Afrique du Sud et je suis arrivée au Royaume-Uni à l'âge de 9 ans. Et en fait, une de mes premières amies à l'école était grecque. Elle était née en Angleterre, mais le samedi, ses parents l'envoyaient à l'école grecque. Et j'étais extrêmement jalouse parce que cette école était très jolie. C'était comme un petit bout de Grèce dans notre Angleterre grise et pluvieuse. Les volets étaient bleus, il y avait des petites arches en pierre. Et je crois que je pensais à elle en écrivant aussi ce personnage. L'absence du père, elle est déterminante dans la relation de Sofia avec sa mère, puisque donc elles vont se construire et se déconstruire en l'absence de ce père. Elle va partir à sa rencontre, mais elle va partir à sa rencontre pour quelle raison? On parlait tout à l'heure de l'impulsion donnée par le corps, par une espèce de nécessité, d'urgence. Elle va partir à Athènes le voir après toutes ces années. Que cherche-t-elle, Sofia? What is she looking for? Yes, Sophia leaves Almeria and she visits her father. And what is she looking for? Oh, c'est triste. She's looking for connection, for love. She needs to put together, you know, a story for herself. Shall I read? Okay. Donc effectivement, Sofia quitte Almeria pour aller rendre visite à son père. Et ce qu'elle cherche, c'est donc assez triste, elle cherche de l'affection, de l'amour et aussi à construire son propre récit personnel. So Sophia is in Athens now, and she's sitting in a cafe with her father, who she hasn't seen since she was 11. Donc Sofia est dans un café à Athènes avec son père qu'elle n'avait pas vu depuis l'âge de 11 ans. And her father has become religious, and he has married again, you know, a much younger woman. Christos Papastergiadis seemed to be praying. His eyes were half shut and his lips were moving. At the same time, his fingers hovered above the paper napkins. He pulled the thin tissue out of the stainless steel box and started to fold it, first in two, then into a square, which became a circle, and then, miraculously, a flower with 3 dense layers of paper petals. He held it in his hand as if it were an offering, perhaps a votive offering. I pointed to the flower in his hand, and he looked vague, as if he was surprised to see it there at all. But I had become bolder. Papa, I think you made that flower for me. At last he looked at me. Yes, I've made it for you, Sophia. You like wearing flowers in your hair. He gave it to me, and I thanked him for the thought which he had not wanted to claim. I have no plan B to replace my father, because I'm not sure that I want a husband who is like a father, though I can see this is part of the mix in kinship structures.
A wife can be a mother to her husband, and a son can be a husband or a mother to his mother, and a daughter can be a sister or a mother to her mother, who can be a father and a mother to her daughter, which is probably why we are all lurking inside each other. Christos Papasteriadis semble prier. Il a les yeux à moitié fermés et ses lèvres remuent. En même temps, ses doigts volaient au-dessus des serviettes en papier. Il en prend une dans le distributeur en inox et se met à la plier d'abord en deux, puis en un carré qui devient un rond et, miraculeusement, une fleur dotée de 3 épaisseurs de pétales fins. Il la tient comme si c'était une offrande, un ex-voto peut-être, visant à obtenir une faveur ou destinée à être jetée dans une fontaine avant de faire un vœu. Je désigne la fleur dans sa main et il affiche un air confus, comme s'il était surpris de la trouver là. Je suis devenue plus intrépide. Je crois que cette fleur est pour moi. Il me regarde enfin. Oui, je l'ai faite pour toi, Sophia. Tu aimes porter des fleurs dans tes cheveux. Il me la donne et je le remercie de cette attention qu'il n'a pas voulu revendiquer. Il est heureux de me donner enfin quelque chose et plus heureux encore que je le garde. Je n'ai pas de plan B pour remplacer mon père parce que je ne suis pas sûre de vouloir un mari qui lui ressemble, même si je vois bien que les structures parentales contiennent de tels amalgames. Une épouse peut être une mère pour son mari et un fils peut être un mari ou une mère pour sa mère. Une fille peut être une sœur ou une mère pour sa mère qui peut être un père et une mère pour sa fille, ce qui explique sans doute pourquoi nous sommes tapis dans les signes des uns des autres. Alors, ce passage peut-être nous donne une des clés essentielles de la relation entre Sophia, non pas entre Sophia et son père, mais entre Sophia et sa mère, me semble-t-il. Et je me rends compte en relisant avec vous à voix haute ce passage sur les parentés et la complexité des parentés. En fait, Sophia, en l'absence du père, a recréé, a rebattu les cartes de la relation mère-fille. Elles ont brouillé les pistes. On ne sait plus qui est la mère de qui, on ne sait plus si elles sont sœurs, si Sophia est la mère de sa mère, si elle est son mari d'une certaine manière, elle remplace cette figure maritale. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça aussi que vous racontez? Comment on rebat les cartes de la relation familiale? Oui. So, I mean, Sophia is an anthropologist. This is her anthropology. D'accord. So, we all know this. You know, a sister can be a mother, it can be she can be a child, we can be her mother, blah, blah, blah. So I give this some thought in the book. But much more importantly, really, is Sophia. She has to separate from this dynamic, and she does. And the theme of hypochondria, which, you know, when I first started writing this book, I thought, how can I ever make that interesting? But then I discovered it was so interesting because the doctor, Dr. Gomez, I make him like he could be a fake. In English, you say a quack. Charlatan. The Dr. Gomez could be a charlatan or a genius. So he's a bit like maybe, I remember saying, oh, he's a bit like Freud and a shaman. And then someone in a bookshop said, oh, well, if he's a cross between Freud and a shaman, he's young.
Sophia donc est anthropologue et donc dans ce livre il y a aussi effectivement une part d'anthropologie. On le sait tous qu'une sœur peut aussi être une mère ou qu'au contraire elle peut être totalement un enfant et c'est effectivement quelque chose que j'ai voulu explorer dans le livre, mais surtout et c'est le plus important, ce qui m'intéressait c'était la façon dont Sophia devait se détacher de cette dynamique-là et comment elle y parvient. Mais le sujet de l'hypocondrie, je me suis d'abord demandé comment réussir à rendre ça intéressant. Et le personnage du médecin, Gomez, on ne sait pas trop ce qu'il est. Il pourrait aussi bien être un charlatan qu'un génie. J'ai dit une fois lors d'une rencontre que pour moi, il était un peu Freud et aussi en même temps un peu chaman. Et une personne dans la librairie m'a répondu que s'il était un croisement entre Freud et un chaman, dans ce cas-là, c'était Jung. And Sophia has this kind of refrain in the book. My mother's love is like an axe. It cuts very deep. Et Sophia elle a une phrase qui revient dans le livre régulièrement comme un refrain. Elle dit que l'amour de son mère est comme une hache qui l'entaille de façon très profonde. Oui. And she has to take that ash, and she has to separate from her mother. And when I wrote that chapter, the scene where she does that, honestly, it was such a moment because I was going to turn up the flame very high. And I thought, so we won't say what she does, but I remember thinking it would really sink my book. But when I read it back, I thought, yes, that feels psychologically true. Hot Milk will be a film, and you will see that scene in the film at the end. And Vincent Perez plays Dr. Gomez. Et donc en fait cette hache qui est l'amour de sa mère, il faut qu'elle la prenne, Sophia, pour trancher justement le lien avec sa mère. Et quand j'ai écrit la scène où finalement elle va le faire, où vraiment j'ai poussé la flamme à fond, à la fin du livre, je ne vous dirai pas exactement de quoi il s'agit, mais en écrivant cette scène, j'étais très consciente que ça pouvait complètement couler le roman dans son entier. Et en fait, en la relisant, je me suis rendu compte que non, elle était psychologiquement tout à fait crédible. Hot Milk va être adapté au cinéma, est adapté au cinéma. Vous allez bientôt pouvoir voir justement cette scène finale. Et c'est Vincent Perez qui joue le rôle du docteur Gomez. Si c'est Vincent Perez, c'est pas un charlatan alors. Mais ceci dit, je trouve intéressant le fait justement que vous ayez choisi de laisser planer le doute sur la compétence du docteur Gomez, parce que finalement, pour un hypocondriaque ou une hypocondriaque, c'est un charlatan qu'il faut pour la soigner. That's very interesting. So, you know, so when a doctor takes a narrative, it's called taking a narrative in Britain. You know, when you're speaking to the doctor's writing down everything. That's called taking a narrative. But the hypochondriac is a really very good writer because the hypochondriac wants to escape a diagnosis, escape a story. And another thing, no, I have a strange rash on my ears and my hands tingle, so you're wrong. There's always something else to add. So it's a really interesting subject. And in the end, if you're really looking for something, you will find it. I think Picasso said that, and Dr. Gomez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand un médecin justement recueille vos antécédents, vous demande de faire l'historique de ce que vous avez comme symptômes, en anglais, on parle justement de recueillir le récit vraiment de la personne. On utilise le même mot. Et un hypochondriaque est quelqu'un qui est excellent pour écrire son histoire, son historique, parce qu'il cherche à échapper au diagnostic. Et donc, il trouve
toujours un nouveau symptôme pour justement donner tort aux médecins. Et c'est ça qui est intéressant dans ce sujet, c'est que dans ce sujet de l'hypocondrie, c'est que au bout du compte, quand on cherche, on finit toujours par trouver. C'est aussi l'histoire du malade imaginaire de Molière, qui finit par être vraiment malade. Bien ça. Alors, oui. One last question? Oui. Yeah. Je voudrais qu'on parle aussi du lieu. Pourquoi vous avez choisi ce décor-là en particulier? Il y a une atmosphère très spéciale. À un moment, j'avais même l'impression d'être dans Bagdad Café. Il y a une espèce de blancheur, de calme, mais on a l'impression que c'est un calme qui cache une tempête à venir. Décrivez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi de planter ce décor-là. C'est vrai. I mean, really. So I wanted to put a young woman at 25 who's so lost in life, who has so much. We have to really hope for Sophia, you know, but she feels so small. And I wanted to put her in the big landscape of the desert of Almeria, of southern Spain. Big sky. You know, overwhelming stars, to make her even smaller in this huge landscape. But it's in that landscape that she discovers purpose, desire, and courage. She does it. And So I don't really want to say anything more about the story, except that the desert landscape of Almeria, which I've spent a lot of time in, I wrote some of the book there. I took my own children there from a very young age. And it really is like a desert lunar landscape that's so interesting to put in. It's very interesting to put in some turbulence, some feeling, some rage, some, and most of all, desire. Donc effectivement, cette jeune femme de 25 ans, elle est tellement perdue dans sa vie. Il faut vraiment qu'on place notre foi en elle, mais elle est vraiment tellement perdue, elle se sent tellement petite que j'ai voulu la placer dans ce paysage, le désert du sud de l'Espagne, dans la région d'Almeria, où elle est encore plus petite justement, sous ces ciels immenses, ces ciels écrasants. Et pourtant, c'est dans ce décor-là, dans ce paysage-là, qu'elle va trouver du sens, qu'elle va trouver du désir et qu'elle va trouver du courage. Et elle y parviendra, même si je ne veux pas en dévoiler davantage sur l'histoire. Mais pour revenir vraiment au désert d'Almeria en tant que tel, j'y ai passé du temps. J'ai écrit une partie du livre là-bas. J'ai emmené mes enfants tout petits et c'est vraiment un paysage complètement lunaire, ce désert-là, qu'on a envie, qu'il est intéressant d'exposer à des turbulences, justement, à des sentiments, à de la colère et à des désirs aussi. So Sophia is like a girl detective interpreting her mother's symptoms. I mean, she's like the Roland Barthes of hypochondria. You know, she's been in training since she was 4. Sophia est presque comme une sorte de détective, elle est l'interprète donc des symptômes de sa mère. Elle est en quelque sorte la Roland Barthes de l'hypocondrie qui s'entraîne depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle a 4 ans. Peut-être dire aussi un mot sur la langue, sur votre écriture en elle-même. Il me semble ce souci de l'économie des mots, du choix du mot juste, de ne pas, comme on dit en français, alors je ne sais pas si tu pourras le traduire, mais faire des phrases, c'est pas ce que vous recherchez. Vous cherchez toujours le mot juste, un peu comme la piqûre de la méduse. Et je me demandais comment est-ce que vous travaillez le texte? Est-ce que vous vous laissez aller à déverser des mots et ensuite vous ramassez, vous élaguez? Ou est-ce que c'est votre musique intérieure qui ressemble au résultat final, c'est-à-dire à cette écriture très resserrée, très précise? Such a good question. So I think it comes from the subjectivity
of Sophia. And then you have to let in other subjectivities, and the world. But if you really give a character subjectivity, and you dig very deep with it, and you're very light with it, and you dance with it, you find their truth, you find their humor, you find their despair, and you find their hope. And so the language has to not be more than Sophia's subjectivity. So that's what is so interesting, when to write. It has to be on a level with her. And so the amazing thing about writing is to enter into the subjectivity of an other. C'est une excellente question. Au départ, la langue, elle vient de la subjectivité de Sophia elle-même, même si ensuite le texte doit bien sûr accueillir aussi d'autres subjectivités, doit faire place au monde. Mais quand on parvient à créer des personnages qui ont une véritable subjectivité, qu'on parvient à jouer avec cette subjectivité aussi bien en profondeur qu'en légèreté, à danser avec elle, c'est là qu'on peut trouver la vérité des personnages, qu'on peut trouver leur humour, leur désespoir, leur espoir aussi. Donc il ne faut pas que la langue elle-même, elle dépasse, qu'elle soit plus grande que la subjectivité de Sophia en tant que telle, en tant que personnage. Et c'est là que c'est intéressant à écrire. Il faut que la langue soit au même niveau qu'elle. Et c'est ça le plus incroyable quand on écrit, c'est de pouvoir pénétrer dans la subjectivité d'un autre. Est-ce que ça signifie que vous écrivez avec de l'émotion ou au contraire avec de la distance? Both. So with intimacy and with formality in all my books. Les deux. Il y a à la fois quelque chose de formel et aussi de l'intimité. Et c'est le cas dans tous mes livres. Peut-être une dernière question, parce que vous avez évoqué donc l'adaptation de Hot Milk en film, et c'est une question probablement assez commune, mais j'ai envie d'avoir votre ressenti. Souvent, pour les écrivains, ça peut être compliqué d'être adapté au cinéma parce qu'on est dépossédé d'un texte. Comment est-ce que vous avez vécu cette adaptation? Est-ce que vous avez eu voix au chapitre, ou est-ce qu'au contraire, vous avez décidé de entre guillemets, l'offrir au réalisateur et de voir son interprétation? Oui. So in the film, the novelist can be in or out. There's no in between, So I decided to be out. So I don't write the script, just to completely give it up and to let someone else's imagination make something new. Dans le cinéma, en fait, le romancier, soit il est complètement dedans, soit il est complètement extérieur. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux possible. Et donc, j'ai décidé de me sortir totalement du projet. Je n'ai pas écrit le scénario, j'ai vraiment offert totalement le livre. Je l'ai abandonné à l'imaginaire de quelqu'un d'autre qui pourra en faire quelque chose de neuf. Chère Déborah Lévy, on va pouvoir dans un instant vous retrouver, je crois, en dédicace. Je voudrais vous remercier infiniment. Hot Milk, c'est aux éditions du Sous-Sol. C'est un livre absolument magnifique. Il ne faut pas plus en dire parce que voilà, il y a aussi plein de personnages dont on n'a pas parlé. Il y a une femme étrange qui apparaît. Il y a voilà, des rencontres qui vont être déterminantes dans la transformation et dans ce parcours initiatique qu'est ce livre pour Sophia. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire. C'est juste superbe. Merci infiniment, Déborah Lévy. Et merci à Marguerite Capel, toujours impeccable. Vous pouvez trouver le livre à la librairie en face et la dédicace sera dans le foyer.